Biden propose un paquet de 2 trillions de dollars pour améliorer l'infrastructure de l'Amérique. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Et quelle part de cette somme est réellement consacrée aux infrastructures? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner et activer la sonnerie de notification. Le président Joe Biden a dévoilé son plan d'infrastructure de 2 trillions de dollars. Il s'agit du plan américain pour l'emploi. Ce que je propose, c'est un investissement unique de 2000 milliards de dollars dans l'avenir de l'Amérique, réparti en grande partie sur 8 ans. Cela générerait une croissance historique de l'emploi, une croissance économique historique, aiderait les entreprises à être compétitives au niveau international. Cela créerait également plus de revenus. L'administration Biden a également vendu cette mesure comme un moyen de positionner les États-Unis pour dépasser la concurrence de la Chine. Mais 2 trillions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et c'est assez controversé. Alors, où va tout cet argent? La réponse est, les infrastructures. Et, des trucs. Le Washington Post le divise en 4 catégories. La première est infrastructure de transport, 621 milliards de dollars. Cela comprend les autoroutes et les ponts, les transports en commun, le rail, les véhicules électriques, les aéroports et quelques autres choses. Certaines de ces rubriques sont assez vagues, comme inégalité de transport, soit 45 milliards de dollars pour corriger des inégalités historiques, comme relier des quartiers qui ont été coupés des transports publics. Mais la plupart des 621 milliards sont des infrastructures classiques. Mais cela représente moins d'un tiers des 2 trillions de dollars. La deuxième catégorie de dépenses s'intitule « Infrastructures à domicile », elle représente 650 milliards de dollars. Elle comprend l'eau potable, l'Internet à haut débit, l'infrastructure électrique, les logements abordables et l'éducation. Vous pourriez dire que certaines de ces dépenses ne sont pas des infrastructures. Et je dirais, attendez de voir la prochaine catégorie de dépenses. Ce qui nous amène à recherche et développement, développement de la main-d'œuvre et fabrication. C'est 580 milliards de dollars. Et la quatrième catégorie de dépenses est pour l'économie de soins, 400 milliards de dollars. Elle couvre les soins aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Et enfin, il y a la partie où je montre comment ces 4 catégories totalisent plus de 2000 milliards de dollars. En fait, c'est 2,2 trillions. Mais, qu'est-ce que 200 milliards de dollars d'argent des contribuables entre amis? Oh, et puis il y a la note où le Washington Post dit que la Maison-Blanche a dit que l'infrastructure à la maison coûterait 650 milliards de dollars, mais en fait il s'agit de 689 milliards. Mais, à ce stade, 39 milliards de dollars manquants, c'est de la menue monnaie. Et quand 39 milliards de dollars sont de la menue monnaie, vous avez une idée de l'ampleur du plan pour l'emploi. Et vous commencez à comprendre pourquoi il est si controversé. Les républicains et les démocrates sont au moins largement d'accord sur une chose. L'infrastructure de l'Amérique a besoin d'être sérieusement améliorée. Le problème, cependant, est qu'il existe des points de vue très différents sur ce qui constitue une infrastructure. Les républicains ont une définition beaucoup plus étroite, routes, ponts, voies navigables, ports et aéroports. Et cela ne concerne que les premiers 621 milliards de dollars. Les démocrates, en revanche, ont une définition beaucoup plus large. Pour eux, l'infrastructure signifie tout cela, plus l'énergie propre, l'Internet à haut débit, la formation de la main-d'œuvre et, apparemment, les soins aux personnes âgées. Pour être juste, ces 2 dernières choses relèvent davantage de la partie « emploi » du plan que de la partie « infrastructure ». Et espérons que Biden ne confie pas à ce type la responsabilité des soins aux personnes âgées. Tout ce que j'ai à dire, c'est que si nous dépensons 2,2 trillions de dollars dans ce domaine, une partie de cette infrastructure devrait servir à nourrir les rats du métro de New York. Rappelez-vous, les rats de la pizza ne veulent pas de nous. Mais examinons brièvement l'un des éléments du plan de Biden, l'énergie propre. Biden veut créer 500 000 stations de recharge pour véhicules électriques d'ici 2030.
Son plan d'infrastructure prévoit que 20% des bus scolaires deviennent électriques, ainsi que l'ensemble du service postal américain. Si le gouvernement ne peut pas rendre la poste efficace, il peut au moins la rendre économe en énergie. La proposition de M. Biden prévoit également un financement de 100 milliards de dollars pour moderniser le réseau électrique du pays et le rendre plus résistant aux catastrophes climatiques qui s'aggravent. Biden a évoqué les récentes pannes d'électricité dues à la tempête de neige au Texas pour étayer son propos. Il souhaite également construire, rénover et moderniser plus de 2 millions de maisons et d'unités d'habitation pour qu'elles soient plus efficaces sur le plan énergétique et résistent aux catastrophes naturelles. Pour être honnête, c'est un meilleur plan que celui du sénateur Ted Cruz pour faire face aux pannes d'électricité dues à la tempête de neige au Texas, qui consistait à s'envoler pour Cancun. Alors que l'administration Biden est prête à dépenser 2,2 trillions de dollars pour l'emploi et les infrastructures, d'où viendra l'argent? J'y reviendrai après la pause. Nous sommes de retour. Comment le président Biden espère-t-il réunir 2,2 trillions de dollars pour financer son plan pour l'emploi? Principalement en augmentant les taux d'imposition des sociétés. Selon son plan, il passerait de 21% à 28%. Personne ne devrait pouvoir se plaindre de cela. Oh, mais ils le feront. Sous le président Obama, le taux d'imposition des sociétés avait été de 35%. En 2017, le président Trump l'a réduit à seulement 21%. Cela a mis le taux d'imposition des sociétés américaines à égalité avec la plupart des autres pays développés. À propos, les pays nordiques, vous savez, les pays socialistes, ont des taux d'imposition des sociétés compris entre 20 et 22%. Biden veut le porter à 28%. Si l'on ajoute à cela les impôts d'État, on arrive à environ 32% selon l'État. On craint que cela n'incite davantage d'entreprises américaines à délocaliser leurs activités à l'étranger. Pour empêcher les entreprises de le faire, M. Biden veut donc porter l'impôt minimum mondial à 21% et supprimer les échappatoires fiscales des entreprises. Eh bien, je suis sûr que ça va marcher, car s'il y a une chose pour laquelle les milliardaires sont mauvais, c'est de trouver des moyens de garder leur argent. Mais Biden dit, ne vous inquiétez pas, nous pouvons nous permettre de faire ça. En fait, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas le faire. Et il ne prévoit d'augmenter les impôts que sur les sociétés et les riches. Je commence avec une règle, personne, je le répète, personne gagnant moins de 400 000 $ ne verra ses impôts fédéraux augmenter, point final. Ce n'est pas tout à fait vrai, car l'attaché de presse de Biden, Jen Psaki, a annoncé lors d'une conférence de presse que le seuil de 400 000 $ fait référence au revenu familial, et non au revenu individuel. Cela signifie que beaucoup plus de gens verront leurs impôts augmenter. L'idée est donc de financer le plan pour l'emploi en augmentant les impôts des entreprises, de la classe moyenne supérieure et des riches. Biden est cependant ouvert aux suggestions. Laissez-moi être clair, ce sont mes idées sur la façon de payer ce plan. Si d'autres ont des idées supplémentaires, qu'ils se manifestent. Et les républicains se sont effectivement manifestés pour critiquer le projet de loi. La Chambre de commerce des États-Unis, qui n'est pas républicaine, mais qui est évidemment favorable aux entreprises, qualifie la proposition de M. Biden de « dangereusement mal avisée lorsqu'il s'agit de savoir comment financer les infrastructures ». Elle affirme également que les augmentations d'impôts proposées ralentiront la reprise économique et rendront les États-Unis moins compétitifs au niveau mondial. La Heritage Foundation, un groupe de réflexion conservateur, et le Cato Institute, un groupe de réflexion libertaire, souligne que le plan de Biden propose de doubler l'impôt sur les plus-values, qui passerait de 20 à près de 40% pour ceux qui gagnent plus d'1 million de dollars par an. Un impôt plus élevé sur les plus-values signifie davantage de recettes fiscales, mais uniquement lorsque les gens vendent leurs actions. Et avec des impôts élevés, certains investisseurs vont simplement conserver leurs actions et attendre que des lois fiscales plus favorables soient en place. L'augmentation de l'impôt sur les gains en capital rend également plus difficile pour les entreprises de lever des fonds par le biais d'offres publiques d'actions. Cela nuit particulièrement aux petites entreprises en phase de démarrage, dont les actions sont plus risquées à investir. C'est donc mauvais pour la concurrence. Même le Centre de politique fiscale, un groupe de réflexion de gauche, affirme que certains ménages à revenus faibles et moyens pourraient supporter une part modeste de la hausse de l'impôt sur les sociétés, sur la base de la version du plan fiscal sur laquelle Biden a fait campagne l'année dernière.
La Fondation Héritage et l'Institut Cato soulignent également l'ironie des subventions aux entreprises incluses dans le plan d'infrastructure de Biden. Selon eux, il est ironique que M. Biden accorde des centaines de milliards de dollars de subventions aux entreprises qui possèdent des véhicules électriques, des services à large bande et des installations technologiques, tout en reprochant aux entreprises de ne pas payer leur juste part. Son approche de l'augmentation des impôts sur les sociétés pourrait même réduire les investissements dans les mêmes infrastructures qu'il propose de subventionner. En parlant de subventions, le plan pour l'emploi de M. Biden consacrera également plus de 100 milliards de dollars à l'éducation préscolaire, à l'enseignement primaire et secondaire et aux universités communautaires. Ce montant s'ajoute aux près de 170 milliards de dollars consacrés à l'éducation dans le projet de loi d'aide durant le Covid que Biden a signé il y a quelques semaines. Ainsi, si l'on additionne l'argent des contribuables que le Congrès a affecté à l'éducation depuis mars 2020, on arrive à un montant stupéfiant de 282 milliards de dollars. Un courriel du Comité républicain national indique que le plan d'infrastructure de Biden ne concerne pas vraiment les infrastructures, mais une autre liste de souhaits d'extrême gauche de plusieurs milliards de dollars. Mais ce n'est pas ce que pensent les gens de l'extrême gauche. La députée Alexandria Ocasio-Cortez a tweeté que le plan de Biden doit être beaucoup plus important. Et elle veut dire beaucoup plus grand. Nous parlons de façon réaliste de 10 trillions de dollars sur 10 ans. Comme le disait mon professeur de 3e année, Madame Dorfenegger, il faut toujours voir grand, surtout quand vous dépensez l'argent des autres. Mais selon ce que vous pensez du plan d'infrastructure de Biden, la bonne mauvaise nouvelle est qu'il faudra beaucoup de temps pour le faire passer au Congrès. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, pense que la Chambre des représentants votera le projet de loi en juillet. Ensuite, il devra être soumis au Sénat, qui est divisé. De plus, le projet de loi est controversé, même parmi les démocrates. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Maison-Blanche essaie de vendre le plan d'infrastructure directement au peuple américain. Ils espèrent que le soutien populaire pour le projet de loi motivera le Congrès à agir. Alors, que pensez-vous du plan pour l'emploi américain? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas que l'émission Amérique dévoilée est soutenue principalement par les téléspectateurs. Rendez-vous donc sur patreon.com/americauncovered. Pourquoi pas contribuer $1 ou plus par épisode? Nous comptons sur votre soutien pour nous aider à continuer à réaliser des épisodes comme celui-ci. Une fois encore, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Amérique dévoilée.